On peut peut-être quand même considérer toute institution comme espace intermédiaire entre un monde privé et l'objectif, la mission que se donne l'institution par rapport à une problématique qu'elle essaie de résoudre. Là, en l'occurrence, la question de l'éducation, mais comme l'hôpital sur la santé, ou l'hôpital psychiatrique sur la santé mentale, ou la prison sur d'autres problématiques. Je pense que toute institution est par définition un espace intermédiaire, et ce qui se joue, c'est certainement la façon dont cette institution met en œuvre la médiation, la fameuse médiation dont il a été question. Et je me suis posé la question, puisque Éric, tu as utilisé à la fois le terme de professeur et d'éducateur. Je me suis demandé, est-ce que Hannah Arendt fait une différence entre professer, éduquer, mais peut-être aussi enseigner, puisque tu as utilisé le terme, et en allant un peu plus loin, instruire et instituer, puisqu'on est dans le cadre de l'institution, et que ça va nous renvoyer à la question justement du pré-politique et puis de l'instituant dans le monde déjà institué vers lequel l'institution essaye d'entraîner l'élève en tant que jeune usager qui a à découvrir ce monde institué. Alors, il y aurait plusieurs questions dans ta Oui, question. Euh, Toutes les institutions sont intermédiaires, euh, peut-être, mais l'intermédiarité de l'école, précisément, est une intermédiarité entre plusieurs espaces. Enfin, on peut la lire différemment à plusieurs moments. Elle dit entre le monde et le nouveau venu, et parfois on peut dédoubler le monde en tant qu'espace public et monde social, hein, dans conditions de l'homme moderne. Donc l'école est cet espace qui est intermédiaire, qui articule, on pourrait dire, trois espaces différents, et donc les articulants, elle est irréductible à aucun de ces trois espaces. C'est là une spécificité, une particularité. Et donc, oui, peut-être que toutes les institutions sont intermédiaires, mais celle-ci a une intermédiarité, je dirais, entre plusieurs espaces. Opposé, parler de l'agora, de l'ecclésia, et puis de la domus, de la maison, de l'oikos, si on voulait parler grec. Voilà. Donc, et alors, oui, parfois elle parle d'éducateur, parfois elle parle de professeur, d'enseignant. Par exemple, dans cette formule, page 243, c'est dans la crise de la culture, l'autorité de l'éducateur et les compétences du professeur ne sont pas la même chose. Quoiqu'il n'y ait pas d'autorité sans une certaine compétence, celle-ci, si élevée soit-elle, ne saurait jamais engendrer d'elle-même l'autorité. La compétence du professeur consiste à connaître le monde et à pouvoir transmettre cette connaissance aux autres, mais son autorité se fonde sur son rôle de responsable du monde. Vis-à-vis de l'enfant, c'est un peu comme s'il était un représentant de tous les adultes qui lui signaleraient les choses en lui disant « voici notre monde ». Donc, ce que l'on peut comprendre, c'est qu'il y a l'expertise, il y a les savoirs, et en même temps, on est le témoin de ce monde, et on ne peut pas déroger à cette idée-là. Et peut-être s'il y a une dimension éducative dans le professeur arendtien, c'est précisément par l'aspect de témoin du monde. Voilà. Il a des connaissances, il a des savoirs, il ne s'agit pas d'en faire l'économie, mais s'il y a une dimension éducative dans la fonction professorale chez Hannah Arendt, c'est précisément d'être le témoin du monde. Par exemple, une question qu'il faudrait se poser, quelle forme prend l'exemplarité professorale dans la pensée arendtienne? Voilà. Il y a une belle
moi, je ne suis pas très rousseauiste. Je ne suis pas rousseauiste pour plusieurs raisons. La métisse chez Rousseau me gêne un peu, la ruse, mais surtout, je l'ai dit à de nombreuses reprises dans ce que j'ai pu écrire, c'est que le problème de Rousseau, c'est qu'il ne pense pas l'école, ce qui est quand même un véritable problème. Tous ses contemporains, Herder, Kant, Condorcet, pensent l'école. Je dirais, Émile, ou de l'éducation, c'est une relation préceptorale. C'est une relation préceptorale qui était déjà à l'honneur dans la tradition nobiliaire de son temps, quoi. Émile et Jean-Jacques, son précepteur, parlent loin des noires mœurs de la ville. Cela étant, il y a une conception d'exemplarité au livre 4 dans Émile qui est magnifique, où il dit que l'exemplarité du professeur, alors il ne parle pas comme ça, mais pas du professeur, mais que l'exemplarité, c'est pas la perfection, la quête d'une impossible perfection, c'est la fidélité à quelques grands principes. Et je crois que là, il y a une intuition rousseauiste qui est très forte. Je pense que effectivement, l'exemplarité du professeur n'est pas dans la quête d'une impossible perfection, mais dans la fidélité à quelques grands principes. Et je crois qu'on retrouverait aussi cette idée chez Hannah Arendt. Et l'un des grands principes, c'est d'être le témoin du monde que l'on a à transmettre. On ne peut pas échapper à ça. On est le témoin du monde dans lequel on vit, quoi. Ça serait un des grands principes qui attestent de l'exemplarité du professeur, l'éducateur, car il n'y a pas de professorat et d'éducation sans une forme d'exemplarité. Alors, moi, j'aurais voulu peut-être que, mais on peut y réfléchir à terme. Est-ce qu'on peut faire dans la pensée d'Arendt un lien, c'était la fin de ma question, entre enseigner, instruire et instituer? Oui, je dirais. Oui, 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 indiscutablement, on peut faire ce lien-là. Oui. Et alors, sur instruire et instituer, c'est au cœur de la pensée de Condorcet. Instruire, c'est instituer. Ça a ce double sens. Et c'est pour ça qu'il faudrait que les figures inspirantes fassent une place à Nicolas de Condorcet. Parce que sa pensée sur l'école, il faut bien voir que Nicolas de Condorcet, qui a vécu 50 ans, je reviens à Condorcet, il est mort en 94, 1794, pratiquement dans les géoles de la Révolution. C'est un parricide, la mort de Condorcet, hein. C'est un parricide, mais les révolutions sont toujours aveugles et tuent leurs plus beaux inspirateurs. Mais il faut voir que Condorcet est un homme qui est contre la peine de mort. C'est absolument hallucinant de penser que l'on pouvait être contre la peine de mort au XVIIIe siècle. Il vote contre la mort de l'exécution de Louis XVI. On est très loin de Robespierre. Condorcet, c'est un homme qui est pour le droit de vote des femmes, 1788. C'est le grand féministe. Je veux dire, à une époque où Kant parle de sexe faible, dans Was ist Aufklärung, les femmes, c'est le sexe faible. Je ne parle pas de Rousseau, qui a aussi, Sophie, à peu de choses près, là pour rendre service à Émile, quoi, hein. Donc, Condorcet est un penseur vraiment, vraiment hors norme, et je suis surpris qu'il n'ait pas cette notoriété-là, qu'il n'ait pas une notoriété équivalente à, à Rousseau. Oui, je pense qu'il y a un lien donc chez Hannah Arendt dans ce triptyque instruire, enseigner, instituer, qu'on retrouverait également indiscutablement chez Condorcet. Chez Condorcet. Mais il faut bien voir Condorcet, c'est lumière parmi les lumières, hein, et par le droit de vote des femmes, et par le refus de la peine de mort, et par une école ouverte à toutes et à tous. Alors j'avais écrit un petit texte dans The Conversation sur Condorcet, et alors il y a toujours des réponses en ligne, et on m'avait dit oui, mais vous savez, l'école ouverte aux filles, l'école pour les filles, ça existait avec les congrégations religieuses. Oui, c'est vrai, mais Condorcet n'est pas pour une école des filles, il est pour une école ouverte aux garçons et aux filles pour faire le même programme, avec un enseignant qui peut être une enseignante et qui sera choisie parmi du fait qu'elle soit le plus compétent ou la plus compétente qui soit. Donc il pense la mixité en même temps que l'ouverture de l'école aux garçons et aux filles. Et c'est pour ça qu'il me semble que tous les principes, les grands principes de l'école républicaine sont déjà présents dans cette pensée-là. Voilà. Mais je crois que les critiques, pour revenir, les critiques d'Hannah Arendt ont encore leur pertinence.
60 ans plus tard, elles ont encore leur pertinence. Les trois critiques que j'avais énoncées tout au début, quoi. L'idée d'aller trop vite, par exemple, qui était la deuxième critique, et on le voit aujourd'hui avec le numérique, où on numérise tout ce qu'on peut numériser. La question n'est pas de savoir si c'est au service d'un des 5 grands défis que l'école va devoir affronter, l'hospitalité, la justice, l'efficacité, la lutte contre la post-vérité, parce que c'est un outil, la numérisation, le numérique. Et il doit être au service de ces défis-là, quoi. La question, on ne se la pose pas. On numérise, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Alors, il y a des enjeux financiers, évidemment, derrière cette affaire-là. Et donc, cette critique arendtienne de ne pas aller trop vite dans un monde de l'emballement est une véritable critique, quoi, qui est sérieuse, qui doit être retenue. C'était pour revenir sur deux noms qui ont été évoqués et que je connais bien, de fait, que sont ceux de Tocqueville et de Marcel Gauchet. Il me semble que dans la pensée d'Arendt, il y a assurément une pensée de l'histoire, mais c'est une pensée qui à la fois a une passion, dirons-nous, pour les fondations, que ce soit celle de Rome ou celle des pères fondateurs américains, et qui se déploie sur fond de l'hypothèse d'une invariance anthropologique. C'est-à-dire que les réponses à la question qu'est-ce que l'homme fournit à Athènes dans la démocratie athénienne nous parlent dans cette idée encore aujourd'hui. Chez Tocqueville ou chez Gauchet, il y a eu l'idée d'une véritable mutation anthropologique, c'est-à-dire qu'il y a une humanité aristocratique ou démocratique, hétéronome ou autonome, et donc du coup, il y a l'idée que il me semble avoir une plus grande distance avec ces pensées fondationnelles également, et il me semble que c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont essayé à la fois de prendre au sérieux Hannah Arendt, mais de faire une discussion critique de ce qu'elle apportait et aussi de certaines pédagogies plus nouvelles, Marcel Gauchet, Alain Renaud, sont au fond des Tocquevilliens en fait. Ils ne disent pas on s'est trompé pendant 24 siècles, ils disent Oui. ce qu'on a fait pendant 24 siècles a été cohérent avec ce qu'étaient historiquement ces 24 siècles, mais nous sommes dans un 25e siècle. Voilà, donc c'était une réaction par rapport à ça, savoir ce que... Oui, absolument, oui, oui. Ils sont tocquevilliens, indiscutablement, et oui, ils ne font pas partie de ceux qui veulent passer par-dessus bord dans un jugement trop rapide de toute une partie de l'histoire. Il y a c'est peut-être une critique qu'on pourrait adresser alors à certaines pédagogies nouvelles. Moi, je ne suis pas un expert des pédagogies nouvelles, mais il faudrait vraiment faire le tri dans les pédagogies nouvelles parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui enferment des intuitions très, très prometteuses, très belles, et puis des choses qui me semblent tout à fait hallucinantes, tout à fait discutables. Et donc, peut-être le reproche qu'on pourrait leur faire, c'est de s'être privés de toute forme d'héritage, certaines pédagogies nouvelles. Elle n'héritait de rien et peut-être aurait dû reprendre l'idée d'Hannah Arendt que l'on peut introduire du nouveau que s'il y a de l'ancien, quoi. Qu'en bazardant l'ancien, on bazarde aussi la capacité d'innovation, quoi, hein. Et peut-être dans certaines pédagogies nouvelles, il y a eu cet abandon de l'héritage qui était préjudiciable. Et je crois effectivement que Marcel Gauchet, que tu connais mieux que moi, ou Alain Renaud, sont des gens qui ne bazardent pas l'héritage, quoi. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la fécondité de leur pensée, quoi. Quand on voit ce qu'écrit Alain Renaud, par exemple, sur la question de l'autorité, où il revient sur la position d'Hannah Arendt, ou ce qu'il écrit sur la question de la sanction, euh, je me sens évidemment tout à fait proche de ce que peut dire Alain Renaud, qui a été un de mes mentors d'ailleurs pour entrer à l'IUF, puisqu'il faut des mentors à l'Institut universitaire de France. Alain Renaud a été un des mentors, je l'avais sollicité, il avait gentiment accepté. Et il y a c'est la libération des enfants, je crois, dans ce texte-là, où il explique que d'avoir précisément renoncé à penser la question de la sanction, de vouloir s'en débarrasser, on a pris un retard considérable, quoi. Considérable. Il me semble, alors ça c'est pareil, hein, soumis à réaction et jugement sur la pertinence de ce que je vais dire, que le Between Past and Future commence par une citation de René Char, notre héritage Oui, n'est et le précédé testament.
c'est l'héritage de la résistance, hein, dans le cas de René Char. Et il me semble que cela a pu être compris de deux manières différentes. Soit il y a un héritage dont il faut tenir compte, mais dont on peut se servir pour introduire une certaine quantité de novation. Me semble-t-il, on est plus proche de la pensée d'Arendt. Mais pour le dire vulgairement, Arendt, me semble-t-il, a aussi parfois été récupéré pour service d'une certaine compréhension de l'héritage constitué comme la seule bonne, la seule juste, la seule légitime, en nourrissant en fait des positions qui, si je ne m'abuse, ont été dénoncées par une autre personnalité de l'IUF qu'on connaît bien tous les deux, qui est Ruwan Ogien, c'est-à-dire des positions assez moralistes, somme toute, et à enclore le champ de la novation dans un encapsulage moralisateur, ce qui me semble bien plus présent chez certaines personnes qui se sont réclamées d'Hannah Arendt que chez Hannah Arendt. Oui, oui, je souscrirai à ce que tu dis. Et c'est une très belle formule, la formule de René Char, que dans tout héritage, il n'y a pas de testament qui est donné, et comment on va s'en servir de cet héritage. Et c'est vraiment tout le défi. Et oui, il y a eu, je dirais, une récupération d'Hannah Arendt pour servir des thèses très conservatrices au sens politique du terme, où l'héritage devait être reconduit à l'identique, si je puis dire. On ne sait pas ce que dit Hannah Arendt. Il y a, me semble-t-il, dans sa pensée, une dialectique de l'innovation et de la conservation, quoi. On est toujours l'héritier de quelqu'un et de quelque chose, mais cet héritage, c'est pas pour le reconduire, évidemment. C'est sa formule, hein. On en transmet toujours à un monde qui est déjà un peu sorti de ses gonds ou qui est déjà un peu passé. Et donc, ça montre bien que l'héritage n'est pas quelque chose que l'on transmet et que l'on doit ensuite reprendre et appliquer comme s'il n'y avait pas de temps historique. Évidemment, il y a un temps historique. Donc on hérite, mais en même temps on innove. C'est ça, à mon avis, la leçon d'Hannah Arendt. Mais la pensée d'Hannah Arendt est une pensée, je dirais, qui est souvent, peut être prise par des camps extrêmement différents. À la fois par des progressistes, elle a fait l'éloge de Rosa Luxembourg, et en même temps elle peut être prise par des conservateurs. C'est une pensée extrêmement complexe et c'est une pensée qui peut être récupérée par des camps extrêmement différents. C'est-à-dire, on voit bien à l'époque du débat entre ce qu'on appelait les républicains, je pense à Finkielkraut, qui s'étaient opposés aux pédagogistes. Ils avaient inventé ce terme pour disqualifier tous ceux qui s'intéressaient aux médiations et à la pédagogie. On voit bien comment ils se sont servis d'Hannah Arendt, à mon avis, contre Hannah Arendt. Je ne pense pas qu'Hannah Arendt aurait soutenu les thèses de Finkielkraut. Mais donc c'est une pensée qui est extrêmement complexe. Peut-être c'est une pensée qui a plusieurs caractéristiques. Je dirais que c'est une pensée courageuse, la pensée d'Hannah Arendt. C'est quelqu'un qui dit vraiment ce qu'elle pense, Hannah Arendt. Penser sans entrave, c'était un des credos, un des mots d'ordre d'Hannah Arendt. Et on l'a vu dans Eichmann à Jérusalem, comment elle s'était fait beaucoup d'ennemis, comment elle a perdu certains de ses amis, je pense à Hans Jonas et à quelques autres, à Scholem. Donc c'est une pensée indiscutablement qui est courageuse, c'est une pensée qui est une véritable pensée qui pense le présent, et moi ça je le reprends dans l'idée des trois tâches de la philosophie de l'éducation. La philosophie de l'éducation, elle doit transmettre des héritages, elle doit apprendre à conceptualiser et elle doit aussi penser ce qui est en train d'advenir. Et la pensée d'Arendtienne, ça serait sa première caractéristique, penser ce qui advient, penser le présent. La deuxième, ça serait indiscutablement la dimension courageuse. Et la troisième, une pensée complexe qui peut être récupérée par des camps très, très différents. À la fois par des... Moi-même, je ne me définirai pas comme un conservateur réac, mais je peux m'inspirer d'Hannah Arendt, mais des conservateurs très réactionnaires peuvent aussi reprendre des choses d'Hannah Arendt. Ouais. Sur cette idée de filiation et d'héritage, alors évidemment, Oui. les figures inspirantes, c'est bien cette idée d'héritage et de filiation. On est en plein dedans. Oui, oui. Et on avait évoqué la dernière fois cette question d'une certaine manière également de l'innovation à travers un triptyque
qu'on peut appliquer aux institutions tradition, adaptation, création, où la création, d'une certaine manière, pourrait être l'innovation, avec cette belle formule qui suivait que la tradition que nous voulons pour demain se nourrit de la nécessaire création d'aujourd'hui. Et que donc, du coup, c'est l'idée un petit peu que tu développais, que finalement, l'héritage n'est pas figé, et le passé ne fait que enrichir l'avenir. Et je pense que ça, chez Hannah Arendt, dans ce que tu as évoqué, à travers notamment la belle formule qui est que les hommes ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover, on est bien là dans la nécessaire création qui va devenir la tradition de demain, d'une certaine manière. Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est une formule dans Conditions de l'homme moderne qui a un pas de côté vis-à-vis de celui qui a été un de ses maîtres, peut-être l'un des plus prégnants, son amant également, et, avec aussi peut-être son directeur de thèse, qui a été quelqu'un avec lequel elle a entretenu une correspondance pendant plus de 50 ans quasiment. Et donc, oui, à la fois, oui, à la fois on se sert du passé. Il faut bien voir que dans l'héritage, il y a des choses qui nous parlent plus que d'autres, hein. C'est cette distinction que font parfois les historiens entre la mémoire et l'histoire. La mémoire, c'est une entreprise de valorisation d'un certain nombre d'éléments de notre histoire. Et ça, c'est très proche, évidemment, de ce que dit Hannah Arendt entre l'héritage et le testament. Le testament, c'est ça. Qu'est-ce que l'on regarde dans ce dont on hérite, que l'on va mettre en lumière, que l'on va reprendre et qui vont nous inspirer plus que d'autres aspects, quoi. Donc, on pourrait faire un parallèle entre héritage et testament avec la distinction histoire-mémoire chez les historiens. Et on peut dire d'ailleurs que, comme tu le laisses sous-entendre, c'est vrai que l'innovation qui va devenir héritage à son tour, mais l'innovation nous permet de réinterroger après coup ce dont on a hérité. Donc c'est une dialectique, si je puis dire. C'est pas à la fois le passé nous permet de penser, d'inventer le présent, et en même temps, le présent inventé nous permet de regarder le passé d'une autre manière, quoi. C'est pour ça qu'on ne regarde jamais tout à fait le passé de la même manière, comme on le regarde nous aujourd'hui, et comme l'on regardait avant nous. Avec du coup cette distinction quand même essentielle entre l'héritier et le témoin. L'héritier qui renvoie à l'héritage, le témoin au testament notamment, hein, et avec des fonctions qui sont de fait différentes. Oui, tout à fait. Oui. On hérite toujours, mais l'héritage n'est jamais immobile, n'est jamais fixe, n'est jamais univoque. Et on peut être des héritiers d'un même héritage et ne pas avoir les mêmes perspectives. Ne pas avoir les mêmes perspectives. Parce qu'on va valoriser des choses. Oui, cette distinction mémoire-histoire me semble une distinction extrêmement féconde. C'est la même que celle du testament et de l'héritage. Voilà. On accentue, on met en lumière des choses différentes. Donc on peut être les héritiers d'un même monde, mais pas se vivre comme, ouais, comme ayant exactement les mêmes choses retenues, quoi, de cet héritage. On n'est pas présent de la même manière au présent, hein, sans doute. Peut-être une première question qui fait le lien à la fois avec la précédente édition des colloques Figures inspirantes qui était consacrée à Dewey et à une perspective philosophique plus générale. Dans notre premier colloque, donc consacré à Dewey, Michel Fabre nous avait entretenu de la richesse et de la difficulté d'avoir deux maîtres, deux inspirateurs. Et pour lui, c'était Gaston Bachelard et John Dewey. S'agissant de ce qui a été présenté là, et d'une bibliographie plus générale,
d'éduquer et punir à ces derniers travaux. Il me semble, et je soumets ça à jugement, que Arendt s'introduit fondamentalement, tient la position centrale dans un triptyque inspirant qui comporte en amont Condorcet et en aval Foucault. Et je serais très preneur d'entendre des explications sur la manière dont cette inspiration plurielle se vit de manière à la fois synchronique dans ce qui a été présenté là et au niveau de l'ensemble d'un parcours éditorial et philosophique. Alors oui, c'est très juste. Peut-être ces trois noms-là, il y a bien d'autres noms hein, qui nous inspirent aussi, mais ces trois noms-là ont peut-être une place très importante. Alors sur Condorcet, je crois que c'est le père de l'école républicaine. L'école de la République est fille des Lumières. Contrairement à ce que disent certains historiens, c'est vrai que l'école républicaine, telle qu'elle s'est pensée à la fin du 19e siècle, est un peu moins instructionniste que la conception de Condorcet. Mais il y a dans Condorcet tous les principes de l'école de la République. Il y a une école ouverte à toutes et à tous, la mixité. Il y a les principes de la justice scolaire qui sont là, les trois principes de la justice scolaire. Il y a une école qui est au service de l'émancipation, donc indiscutablement, Condorcet m'inspire très, très fortement. Et je crois qu'il a encore une grande actualité, notamment avec le seuil de compétences, là, le programme minimum, qui est déjà chez Condorcet dans sa théorie des savoirs élémentaires. Voilà. Mais c'est vrai qu'une des premières inspirations fortes a été celle de Michel Foucault, notamment, alors j'ai pris Foucault comme Foucault nous invite à le prendre. Foucault dit il faut se servir de ma philosophie comme d'une boîte à outils et de piocher dedans. Il ne demande pas à ce que l'on devienne foucaldien. Parfois, certains philosophes obligent ou contraignent d'une manière douce à devenir des disciples d'une certaine manière. Il n'y a pas ça chez Foucault. Et ce qui m'avait intéressé chez Michel Foucault fortement, c'est ce lien du pouvoir et du corps. Dans la pensée de Michel Foucault, le pouvoir s'intéresse d'abord au corps, peut-être plus qu'aux esprits. Et donc j'avais repris cette idée foucaldienne lorsque j'avais fait ma typologie des formes punitives, puisque j'avais mis au jour dans Éduquer et punir, clin d'œil au maître dans le titre, évidemment, ce que je ne refais plus aujourd'hui, mais bon, j'étais jeune, quand on est jeune, on se permet beaucoup de choses, de reprendre quasiment ce titre. J'avais mis au jour la diversité, la pluralité des formes punitives. Et vous savez, quand on met au jour la diversité, la pluralité des formes punitives, on a cette propension de l'esprit à vouloir les subsumer sous quelques grandes catégories. Et donc, j'ai trouvé 4 grandes formes punitives, ce que j'ai appelé la punition expiation, la punition signe, la punition exercice et la punition bannissement. Et à chaque fois, c'est un usage politique du corps. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Dans la punition expiation, c'est le corps en tant que chair, en tant qu'espace sensible qu'on va faire souffrir. C'est le fouet, la férule, les verges. La punition signe, c'est le bonnet d'âne, c'est l'écriteau, voleur, qu'on faisait passer l'élève dans toutes les classes. Donc, c'est encore un usage du corps. C'est le corps en tant qu'espace scripturaire, en tant qu'espace d'écriture. Et puis, dans la punition exercice, faire, refaire, c'est encore le corps en tant qu'ensemble de forces que l'on doit assagir, en quelque sorte, mettre au pas. Et dans la punition bannissement, c'est encore un usage du corps. Le corps atteste d'une présence et on peut convoquer quelqu'un, le révoquer, le mettre au piquet, l'exclure de l'école, de l'établissement. Donc l'inspiration foucaldienne, elle est fortement liée à ce lien corps-pouvoir que je trouve extrêmement fécond. Et aujourd'hui, on le voit avec le biopouvoir. Dans les aéroports, on vous scanne le visage, les empreintes digitales. Tout ce qu'il a pu écrire sur ces rapports du corps et du pouvoir est extrêmement d'actualité. Et puis Hannah Arendt, elle a un lien parce que je ne fais pas partie de ceux qui ont pensé qu'on devait faire l'économie de la sanction, de l'autorité. Ce courant de pensée a existé dans les années 80 et ça me semble être une bêtise. Ça me semble être une bêtise.
C'est vrai que l'histoire de la sanction est liée à l'histoire de la maltraitance, indiscutablement, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et certains, dont le titre d'ouvrage était éducation ou autorité, enfin où il fallait choisir, me semble vraiment. Donc c'est vrai que ce sont trois auteurs qui sont des auteurs importants dans mon travail, mais il y en a d'autres. Kant est un auteur extrêmement important aussi. Et merci beaucoup pour cette réponse. Je me permets du coup un rebond là-dessus. Un autre clin d'œil dans les titres d'ouvrages qui me semble avoir été plus récent est le clin d'œil à Alain, avec les propos Oui. sur l'enseignement. Et la question de ce qu'il y a, tout ce qu'il y a de commun et ce qu'il y a néanmoins de différent entre la pensée d'Alain sur l'école et celle d'Hannah Arendt est une chose qui me questionne, mais sur laquelle j'avoue manquer de lumière. Donc je serais très preneur d'une réaction là-dessus. Alors, il y aurait quand même une grande parenté d'une certaine manière entre Alain et Hannah Arendt. C'est vrai que Propos sur l'enseignement était un clin d'œil à ses propos sur l'éducation, à ses chroniques publiées dans la presse normande. Oui, c'était des petits textes qui étaient dans des journaux grand public, c'est incroyable. Hein, voilà. Et ce qu'il y aurait comme parenté, je crois, c'est l'idée d'espace intermédiaire. Mais alors là, qu'on retrouve aussi chez Durkheim, qu'on retrouve chez Hegel, peut-être Hegel est le premier, avec ce texte de 1811, à dire que l'école est un lieu qui est entre, et en même temps qu'il est entre, il organise le passage, la transition. Donc on retrouve ça chez Hannah Arendt, et je crois qu'elle l'emprunte, même si elle ne le dit pas, cette idée, elle l'emprunte à Hegel. Il y aurait cette même idée chez Alain. Il y aurait aussi chez Alain, d'une certaine manière, l'idée que l'étude n'est pas faire, fabriquer, expérimenter. On retrouverait cette idée-là chez Alain et chez Arendt. Voilà. Il y aurait aussi l'idée d'une école protectrice chez Alain. Alors, qu'est-ce qui les différencierait? Oui, ça c'est une redoutable question. Je pense qu'il y a plus de convergence que de désaccord entre ces deux. Pour autant, quand tu évoques par Hannah Arendt l'école comme pré-politique, comme préparation à la politique, est-ce qu'on peut faire là un lien avec les pédagogies à visée démocratique du style pédagogie coopérative de Freinet ou pédagogie institutionnelle de Fernand Houry? Est-ce que là, il y aurait un lien plus Ouais, aisé à faire ouais. dans le pré-politique? Oui. Pré-politique, ça a deux sens chez Hannah Arendt. Hein. Il y a cette idée d'antériorité que l'on devine en voyant le préfixe pré. Donc c'est en deçà des autres espaces, mais pré-politique signifie aussi qui est marqué par la dissymétrie. Il y a deux grands espaces pré-politiques pour Hannah Arendt, c'est la famille et l'école. Car la famille et l'école sont préparatrices et en même temps, elles sont marquées par la dissymétrie. Comme tous les espaces formateurs, éducateurs, ils sont toujours marqués par la dissymétrie. Donc il y a dans cette idée de pré-politique une double idée, à la fois d'antériorité et de dissymétrie. Et que la dissymétrie découle de l'antériorité, si on voulait à tout prix mettre en ordre ces deux caractéristiques. C'est pour ça que je disais que le professeur n'est pas d'abord au-dessus, mais qu'il est en avance. Je ne sais pas. C'est des écoles qui ne lui parlent pas du tout. Évidemment, je ne pense pas qu'Hannah Arendt connaisse Freinet. Oui, à l'évidence, non, puisque c'est plus tardif, beaucoup plus tardif. Mais voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien? Je ne sais pas. Je ne connais pas assez Freinet ou il faudrait demander à Henri-Louis Gault. C'était dans l'idée de préparation et donc dans l'idée de se préparer à et donc d'expérimenter d'une certaine manière des espaces démocratiques ou pré-démocratiques pour justement pouvoir exercer un jour et Oui, s'exercer dans le monde démocratique. oui, oui, tout à fait. Alors, en ce sens-là, oui, bien évidemment. Bien évidemment. L'école est un lieu propédeutique, préparatoire, indiscutablement. Ouais.
Et peut-être une dernière question sur Oui, dans ce schéma-là. C'est toujours un petit peu dans le lien Hannah Arendt du côté de la didactique ou des savoirs en tout cas, parce qu'il a été présenté l'école comme sphère médiane, à travers notamment Hegel qui disait que l'école est entre la famille et le monde. Et du coup, je me posais la question de la place du savoir. Est-ce que dans notre vision actuelle, c'est entre la famille et le monde ou entre la famille et le savoir qui prépare à comprendre le monde? Comment on articulerait, en d'autres termes, la question du monde par rapport au savoir au sein de l'école dans la vision d'Hannah Arendt? oui. Alors je dirais entre l'enfant, entre la maisonnée et le monde, et la compréhension, et donc le savoir, la compréhension du monde et la clé pour pouvoir y entrer. Donc l'intermédiarité, ça serait entre la domus, la maisonnée et puis le monde. Et ce qui permet précisément de passer de l'un à l'autre, c'est la maîtrise du monde, c'est le savoir, c'est les connaissances, c'est la compréhension du monde. Et sur une question plus particulière qui est la question de la justice. Euh, la question que je me pose et donc que je pose, c'est Hannah Arendt est assurément extrêmement précieuse pour une philosophie du jugement. Mais pour penser la justice sociale, par exemple, il me semble que c'est un des points sur lesquels elle-même est extrêmement réservée. C'est-à-dire, par exemple, dans On Revolution, elle défend l'idée que l'erreur en fait de la Révolution française a été de faire de la question sociale une question politique, et que pourquoi pour elle la grande révolution, c'est la Révolution américaine, parce qu'elle trouvait là un état social suffisamment peu injuste du point de vue de ce qu'il faisait, pour qu'il puisse poser tout de suite la question politique, en fait. Et il me semble que sur ce point-là, la pensée d'Hannah Arendt est fondamentalement tragique sur la question de la justice sociale. C'est-à-dire qu'il y a une idée, effectivement, pas du tout d'insensibilité, mais de scepticisme quant au pouvoir de l'homme, de l'humain, de faire advenir la justice sociale. Et donc, du coup, vu que c'est une des trois questions qui est dans les questions structurantes et dans les défis de demain, ça m'intéresserait beaucoup de savoir si Hannah Arendt peut y intervenir et si oui, comment. Oui, grave question. Une grave question, ouais, ouais. Je crois que la justice est une notion clé, une notion centrale. Il y avait un philosophe qui m'avait un peu chahuté, c'est David Hume. Et Hume dit, si tout le monde était infiniment généreux, il n'y aurait plus besoin de justice. Et pourtant, on a du mal à penser la politique sans la justice, c'est un ingrédient majeur. Voilà, et Hume dit ça, si les hommes étaient infiniment généreux, il n'y aurait pas besoin de justice. Parce qu'il dit, dans la générosité, on donne à l'autre ce dont il a besoin et non ce dont il mérite, quoi. Euh, donc, il y a quelque chose de... Voilà. Et je pense que la justice est quelque chose de central. Je pense qu'Arendt a quelque chose à nous dire. Moi, je peux comprendre sa défiance qu'il peut y avoir à l'égard de la Révolution française, où il y a eu des dérives qui sont redoutables, terribles. Et Condorcet est victime de la convention, de cette dérive-là, qui liquide tous les Girondins. Là, il y a quelque chose. Voilà. Et peut-être est-ce la faiblesse des révolutions. Enfin, voilà. Kant aussi, qui était un grand amateur de la Révolution française, euh, ne croyait pas trop dans la Révolution. Il pensait que c'était juste des changements de pouvoir, la Révolution, et que le changement de mentalité prend toujours un peu plus de temps, quoi, un peu plus. C'est pour ça que les révolutions ne changent pas grand chose.
qu'on retombe parfois dans l'ornière qui avait été dénoncée. Oui, je pense que la justice a quelque chose, qu'elle a quelque chose à nous dire. Je comprends sa défiance. La Révolution française est quand même héritière de la Révolution américaine qui la précède de quelques années. Sans doute ces deux révolutions sont filles des Lumières aussi, même si les Lumières ne sont pas tous des fans de la Révolution. On prendrait des gens comme Montesquieu, par exemple, on trouverait des gens comme Voltaire, ne sont pas des révolutionnaires, même si Voltaire a été panthéonisé par la Révolution française, quoi. Donc il faut bien voir que dans les Lumières, il y a des fans de la Révolution, Condorcet en serait un, enfin, qui sont favorables à une révolution, et puis il y a des gens qui sont pas du tout pour faire chuter la monarchie, mais plutôt la constitutionnaliser, quoi. Et voilà, Montesquieu ferait partie indiscutablement de ces gens-là. Voilà, Diderot serait plutôt... Il y a d'ailleurs dans les... C'est peut-être un de ces livres-là. Ça, c'est les anti-lumières. Alors, si je le retrouve... Non, évidemment... Voilà, oui. Dans ce bouquin de Jonathan Israel, il distingue précisément ce qu'il appelle les lumières radicales des lumières douces, quoi. Et les lumières radicales sont pour en finir avec la monarchie. Voilà. Donc, oui, je pense que l'on peut se servir d'Hannah Arendt. Comment la question reste entière. Ouais. Et, en tout cas, la justice doit être au cœur de l'école, doublement, je veux dire. Notre école est vraiment fondamentalement injuste. Il faut regarder les travaux de Julien Grenet, qui montrent que, par exemple, dans nos grandes écoles, les NS, HEC et autres, 90% des élèves sont issus des classes sociales favorisées. Mais, dit-il, on ne peut pas expliquer ça par des résultats scolaires. Parce qu'évidemment, si on pouvait l'expliquer par les résultats scolaires en disant oui, mais les enfants de médecins, d'universitaires et autres, ce sont les meilleurs. Donc, c'est normal qu'on les retrouve à HEC, à l'ENS. Mais il dit on ne peut pas expliquer ça par les résultats scolaires. On ne peut expliquer que la moitié seulement par les résultats scolaires. Donc, ça s'explique par d'autres choses que par les résultats scolaires. Donc, il y a vraiment un défi de justice pour notre école et ça doit être au cœur aussi de l'éthique professorale. J'en fais la vertu première, bien avant la bienveillance. La justice me semble être la vertu première. Dans le double sens qui est celui d'Aristote, hein, Aristote a presque tout dit, on va dire, sur la justice, puisqu'il dit que être juste, c'est traiter parfois de manière égalitaire, et puis à d'autres moments, c'est traiter de manière inégalitaire, savoir donner plus. C'est ce qu'il appelle l'équité, quoi. Et donc, voilà, nos systèmes sociaux doivent être juste dans ce double sens-là, me semble-t-il, d'être traitement égal à certains moments et traitement inégal à d'autres. Et l'école aussi. Et l'école aussi. Il doit savoir être juste de cette manière. Il y a 3 principes de justice pour l'école. Il y a offrir la même compétence professorale partout, ce qui n'est pas le cas. Dans les REP+, évidemment, c'est les jeunes qui sortent des INSPE qui y vont parce qu'on les fuit, le public est trop difficile. Donc ça, c'est l'offre égalitaire, si je puis dire. Les professeurs de même qualité, de même expérience partout. Le traitement inégalitaire, là c'est dans les REP+, donner plus aux élèves qui ont moins, donc alléger les effectifs, et puis le seuil commun de compétences. Dans le cadre de la scolarité obligatoire, on doit fixer un ensemble de savoirs. Je cherche le nom depuis tout à l'heure, mais je ne le retrouve plus. Socle commun, voilà, c'est socle. Socle commun de